des laboratoires pharmaceutiques. Donc ça continue. Voilà. Et les 4-5 personnes qui ont été le plus mises en cause dans cette histoire du Mediator et qui, pendant 30 ans, ont laissé faire, il y en a encore 4 qui sont à des postes clés à l'agence et qui n'ont pas bougé. Quant à ceux qui ont bougé, l'ancien président et l'ancienne directrice de la pharmacovigilance, il y en a un qui a reçu une promotion au ministère de la Recherche et qui est secrétaire général de l'éducation à la recherche, et l'autre qui s'occupe de la pharmacovigilance de la région Île-de-France, c'est-à-dire avec plus de 15 millions d'habitants, c'est elle qui va maintenant s'occuper de notre santé. Voilà, je vais arrêter parce que je ne veux pas non plus monopoliser. Merci. Bonjour. Alors, j'ai créé il y a quelques années maintenant un collectif assez comède, Agir pour une médecine écologique. Ça fait suite à une interrogation que j'ai eue au moment de l'appel de Paris par le professeur Bellepomme à l'UNESCO en 2004. Et en 2004, j'ai été très étonné, choqué même, qu'on ne parle jamais de la pollution par les médicaments comme étant un facteur de pollution environnementale, au même titre que les autres toxiques. Et donc, du coup, ça a mis en moi cette espèce d'idée de toxiques nobles et de toxiques ignobles. Les toxiques ignobles étant tous ceux qui ont été décrits jusqu'à maintenant, et les toxiques nobles, ce sont tout simplement les médicaments pour lesquels il y avait toujours quitus, jamais une question n'était posée à l'égard des médicaments, ni en termes de sécurité, ni en termes tout simplement de consommation. Et travaillant à un moment donné avec la commission santé chez les Verts, j'étais là aussi extrêmement choqué par le fait que dans cette commission santé, on n'avait pas la position qu'il me semblait qu'on aurait dû avoir chez les Verts, c'est-à-dire qu'en termes d'agriculture, on valorisait tout de même l'agriculture biologique, et dans cette commission santé, on valorisait la médecine conventionnelle. Je ne comprenais pas très bien. Et c'est à ce moment-là qu'est né le concept de médecine écologique. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un clash, et à l'issue de ce clash, quelqu'un a quand même proposé cette idée de créer un groupe pour une médecine écologique. J'ai voulu faire donc un colloque à ce moment-là, qui a été torpillé par les Verts à ce moment-là, je tiens à le dire. Et seule une personne chez les Verts, Jacques Bouteau, le maire du 2e arrondissement, a soutenu l'initiative, m'a prêté une salle et fait tout ce qu'il a fallu faire pour que ça fonctionne. En 2006, on a créé le collectif AC Comède, et je me suis dit que pour faire avancer l'idée, il fallait absolument qu'il y ait un support. C'est ce qui m'a conduit à écrire un livre, mais il me manquait des informations essentielles. Ces informations essentielles, c'était le versant pollution, qui jusqu'à maintenant était très peu exploité. Quelques articles à droite à gauche qui étaient parus sur la pollution par les médicaments, en particulier dans le lac Léman, des fuites des entreprises pharmaceutiques autour du lac Léman, quelques petites fuites dans la presse, et puis, début 2007, c'est l'explosion. 20 ou 30 articles qui paraissent dans la presse, sur Internet, ce qui était énorme parce qu'on en avait 3 par an, 4 par an. Et d'un coup, là, je trouve la matière pour démarrer mon livre, qui s'appelait à ce moment-là « Pour une médecine écologique », dans lequel je montrais effectivement que l'agriculture, comme la médecine, présente les 3 mêmes défauts, c'est-à-dire des pollutions qui commencent à devenir insupportables, et pour les pollutions médicamenteuses dans l'eau, ça c'est un problème qui reste encore relativement occulté, mais qui est plus du tout marginal. On est dans un certain nombre de cas à des toxicités qui sont à la moitié de la dose maximum dans l'eau. Donc on en est très très... Et puis ça ne peut qu'augmenter de toutes les façons. Des coûts qui commencent à devenir insupportables. Alors s'il n'y avait que des pollutions et des coûts insupportables, ce serait acceptable si l'efficacité était au rendez-vous. Mais c'est la démonstration que je fais dans ce livre. L'efficacité médicale conventionnelle est extrêmement médiocre, extrêmement faible. Une des dernières études, par exemple, sur les effets des anticancéreux sur les tumeurs solides en particulier, ce qu'on appelle les chimiothérapies, 2,2% de bénéfices par une chimiothérapie.
Ça, c'est une étude australienne corroborée par une étude américaine. C'est très récent comme étude. Alors, à la suite de ça, le bouquin que j'avais fait est un pavé qui reproduisait toutes les informations que je pouvais avoir dans ce domaine-là. On m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et bien voilà, c'est ce qu'on fait après, c'est-à-dire que maintenant, j'ai proposé de faire un deuxième bouquin qui vient de sortir, qui sort aujourd'hui, donc vous l'aurez peut-être à la fin de cette réunion. Se soigner sans s'empoisonner, c'est-à-dire que la difficulté maintenant, c'est de passer à l'action. Alors, mon propos, c'est d'aller vers une autre problématique que celle de se dire il y a des ennuis, il y a des problèmes de sécurité, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par exemple, en matière de pollution par les médicaments, oui, ben on va inventer des filtres plus performants, on va mettre des centrales, enfin pas des centrales, des stations d'épuration plus performantes, etc., etc. Mais au bout du compte, rien ne devait changer. Donc moi, mon autre problématique, c'est de dire à un moment donné, bon, la sécurité des médicaments, maintenant, c'est un problème qu'on connaît, sur lequel on ne peut plus faire l'impasse. Les coûts sont de plus en plus insupportables, et j'ai entendu ce matin dans le film un intervenant qui disait qu'on ne pouvait déjà plus soigner tous les cancers, et pas pour des raisons, simplement pour des raisons économiques. Et je propose le concept de rupture dans le domaine de la santé, c'est-à-dire que je fais le pari, l'hypothèse et le pari qu'on va rencontrer des problèmes de rupture. Alors ces problèmes de rupture ont déjà eu lieu. Dans les années 90, il y a eu une grosse rupture qui est passée totalement inaperçue, c'est-à-dire qu'effectivement, les pays de l'Est n'avaient plus de médecine, puisqu'ils n'avaient plus de médicaments fournis par l'Union soviétique, il n'y avait plus d'Union soviétique. Ils n'étaient approvisionnés que par l'Union soviétique. Ils n'avaient plus de médicaments. C'était une catastrophe. À ce moment-là, ils ont dû se débrouiller avec d'autres moyens, aller vers les médecines non conventionnelles, faire un certain nombre de choses. C'est ainsi d'ailleurs qu'ils ont travaillé avec le groupe dans lequel j'étais, dans lequel on faisait des médecines chinoises, et ils sont venus, les Tchèques sont venus demander de l'aide à notre groupe pour pouvoir travailler en médecine chinoise au sein des hôpitaux de Prague. Voilà, donc on a eu ce genre de choses. C'est passé assez inaperçu. Il y a eu des petites ruptures. Lors d'un incident nucléaire sur une centrale belge, on a été privé pendant 6 mois de produits de contraste dans tout le nord de l'Europe, par exemple, c'est une rupture. Si demain on a un problème de transport pour des questions de pétrole ou autre, il y a un médicament dans une pharmacie, il n'y en a pas 2 ou 3. Si vous arrivez le 3e, eh bien, il faut attendre le lendemain pour qu'on vous le donne. Attendre le lendemain ou attendre 3 jours éventuellement, si le camion ne circule plus ou beaucoup moins. Donc on peut avoir ces gros problèmes de rupture, et puis évidemment, problème de rupture majeur, en pleine crise comme actuellement, on a parlé de 40 milliards de déficit en 2010, il est bien évident que on risque d'être dans une difficulté absolument majeure à ce moment-là, de ne plus pouvoir du tout payer les traitements. Alors, on avait vu toutes ces questions de sécurité, ces questions de pollution, ces questions d'efficacité, et donc clairement il faut passer à autre chose. Alors, vous lisez là effectivement cette citation d'un ancien directeur général des laboratoires Merck. Vous voyez, donc c'est très clairement, je suis peiné que notre clientèle se réduise à des malades, et si nous réussissons à produire des médicaments pour des bien portants, alors on pourrait vendre nos produits à tout le monde. Alors, ça a l'air drôle comme ça, effectivement, mais vous savez qu'il y a un outil médical extrêmement intéressant aux États-Unis, le DSM, qui est un outil de description des maladies psychiatriques. Donc, il y a eu DSM-1, DSM-2, DSM-3, on en est au DSM-4, et entre les différents DSM, il y a eu une explosion du nombre de syndromes décrits. Évidemment, plus il y a de syndromes, plus il y a de malades. Et plus il y a de malades, plus il y a de médicaments à vendre. Donc effectivement, on invente chaque fois des maladies nouvelles pour pouvoir vendre des médicaments supplémentaires. Alors évidemment, c'est la démarche qui est employée ici, on le voit bien. Ce serait pas mal si mon truc tournait. Voilà, c'est mieux. Alors donc, sur la question de sécurité, vous avez de nombreux auteurs qui ont travaillé sur la question. On en a un ici, à notre table, Corinne Lalo, mais également Sylvie Simon, qui travaille sur cette question depuis fort longtemps. Claire Sévrac, plus récemment, avec un livre qui s'appelle « Complot mondial contre la santé ».
Si vous voulez avoir une information tout à fait exhaustive sur les vaccins, je vous conseille le livre de Michel Georget, très complexe, très difficile, mais vous avez tout. Des livres plus faciles, ceux de Sylvie Simon. Vous avez un livre, ou des livres, Le Secret, non, comment c'était, sur l'industrie pharmaceutique de Philippe Pignard, qui a fait un tabac important dans les années... Le grand secret de l'industrie pharmaceutique dans les années 2006, 2007, par là. Etc. Donc là, les livres, il y en a effectivement de nombreux sur la question. Le livre sur le cholestérol du docteur Delors-Jouril. Voilà, Philippe Saintonge. Non, Claude Saintonge. Il y en a de très nombreux. Il y a eu sur les vaccins, il y a eu également, on est toujours dans les dossiers noirs, le dossier noir sur l'hépatite B de Lucienne Foucrat, par exemple. Alors je parlais tout à l'heure des coûts insupportables. Nous avons le rapport de la Cour des comptes de Philippe Séguin, qui, un des premiers, a mis l'accent sur ce trou insupportable de la sécurité sociale. La crise économique, qui est totalement incompatible avec notre culture de la dette actuellement. Les 40 milliards de déficit qu'on nous annonçait en 2010. Et un principe économique qui est incompatible avec la protection sociale. On est en train de le voir tous les jours. Plus le principe il est simple, on diminue la masse salariale pour faire de plus en plus de profit. Et comme c'est la masse salariale qui nourrit la protection sociale, eh bien on n'a plus de protection sociale. C'est aussi simple que ça. Il y avait aussi un autre problème sur la protection sociale, c'est qu'en fait au départ la protection sociale est une assurance. Et le principe de l'assurance, c'est de garantir un incident occasionnel. Or là, la maladie n'est plus un accident occasionnel, c'est quelque chose que tout le monde a. Vous êtes tous malades, nous sommes tous malades, donc on ne peut plus garantir un risque qui atteint tout le monde. C'est pas possible. On ne peut garantir que des risques qui couvrent peu d'incidents. C'est fait pour ne pas arriver. Si vous avez une assurance pour que votre maison ne brûle, enfin pour être garantie sur un incendie de votre maison, vous avez l'espoir évidemment que votre maison ne brûle pas. Et finalement, il y a assez peu de maisons qui brûlent. C'est pour ça que finalement, l'assurance tient le coup. Alors on s'aperçoit qu'avec les différentes catastrophes récentes, les assurances tiennent de moins en moins le coup. Mais ça va encore pour elles. Voilà, donc le principe de l'assurance, là, était totalement dévoyé. On avait une industrie, pas une industrie d'ailleurs, mais un système médico-hospitalier industriel qui se servait dans cette manne sans fond de la sécurité sociale. Sur les pollutions médicamenteuses, je pense avoir été un des seuls à faire un tour assez exhaustif de la question et surtout à la relier à cette question-là. Donc pour ce livre, Pour une médecine écologique, aux éditions Alphée, Jean-Paul Bertrand. Ah ben je suis désolé, mais je suis désolé, j'ai pas d'autre solution, excusez-moi. C'est long, c'est très détaillé, 450 pages, on ne les détaille pas. Ensuite, on poursuit, excusez-moi si je vous dérange. Révolution sanitaire. Le principe d'une révolution sanitaire, c'est effectivement que les différentes difficultés là justifient amplement un changement radical. Ce changement radical ne viendra pas des textes, ne viendra pas des institutions, il ne viendra pas des politiques. Corinne Lalo vient de le dire, il y a des collusions qui sont totalement insupportables.